Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet brûlant, un débat qui agite les familles, les gouvernements, bref, tout le monde, la place des écrans et des réseaux sociaux dans la vie de nos enfants. Alors la question, elle est posée, elle est directe. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux mineurs? Mais si la question est simple, la réponse, elle, est tout sauf évidente. Est-ce qu'on doit légiférer, interdire, ou est-ce qu'il faut plutôt éduquer, accompagner? C'est vraiment tout le dilemme qu'on va explorer. Mais attention, avant de se lancer tête baissée dans le débat, il y a une voix qu'on se doit d'écouter, celle des premiers concernés, les jeunes eux-mêmes. Ce témoignage le dit bien, la situation est complexe. Si on diabolise ces outils en bloc, on risque de passer complètement à côté de la place bien réelle qu'ils occupent dans leur quotidien. Ok, pour y voir un peu plus clair, voilà le plan de match. On va commencer par planter le décor, ensuite on pèsera le pour et le contre, après ça on cherchera des voies intermédiaires et on terminera sur une vision d'ensemble de cette fameuse responsabilité partagée. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste une conversation de salon, pas du tout. C'est un véritable enjeu de société, un sujet qui pose déjà des gouvernements partout dans le monde à passer à l'action. Et pour voir concrètement comment ça se passe, regardons deux approches radicalement différentes. D'un côté, l'Australie. Là-bas, c'est net, interdiction stricte pour les moins de 16 ans. De l'autre côté, on a la France qui tente une autre voie, celle du filtre parental, avec l'idée d'une majorité numérique à 15 ans. On a donc deux pays, deux stratégies, pour un seul et même défi. Bon, maintenant, voyons ce qui motive ces mesures de restriction. Quels sont les arguments pour une interdiction? Eh bien, ils s'appuient sur du solide, des données scientifiques et de vrais enjeux de santé publique. Pour bien saisir l'ampleur du phénomène, accrochez-vous. Un seul chiffre, 10. C'est le nombre moyen d'écrans par foyer en France. 10, c'est énorme. Ça veut dire que l'environnement d'un enfant est littéralement saturé de technologie bien avant même qu'il ait son propre appareil. Et évidemment, cette surexposition n'est pas sans conséquences. Les risques pour la santé physique, aujourd'hui, sont prouvés par la science. C'est plus un débat. On parle de quoi? De déficit de sommeil, de sédentarité, d'une véritable explosion des cas de myopie. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des effets directs, bien mesurables. Mais au-delà du corps, c'est la santé mentale qui est au cœur de toutes les inquiétudes. Les études, notamment une menée aux États-Unis, montrent une corrélation très forte entre l'usage intensif des réseaux sociaux et l'augmentation de l'anxiété, de la dépression. Et le plus fou, c'est que cette étude a montré qu'il suffisait de réduire le temps d'écran de 10 petites minutes par jour pour faire baisser le risque de dépression chez les jeunes filles. Et là, attention, petit point très important. Le risque ne vient pas toujours de l'écran de l'enfant. Il vient aussi de celui des parents. Ça porte un nom, la technoférence. C'est quand l'attention du parent est tellement happée par son téléphone que les interactions avec son enfant deviennent fragmentées. Et ça, psychologiquement, c'est lourd de conséquences sur le développement de l'enfant. Ok, donc avec tout ça, on pourrait se dire, mais alors pourquoi on n'interdit pas tout? Et puis voilà. Eh bien, parce que la réalité, elle, est beaucoup plus nuancée. Et on va voir qu'une interdiction pure et simple peut avoir des effets totalement contre-productifs. En fait, il y a un vrai fossé entre l'intention de protéger et ce qui se passe sur le terrain. Les jeunes, ils sont souvent très forts en technologie, un VPN, une fausse date de naissance, et l'interdiction est contournée. Le risque est double. D'abord, on pousse ces pratiques dans la clandestinité, loin du regard des adultes, et ensuite, on risque d'isoler socialement ceux qui, eux, respectent les règles. Et ça nous amène à une réflexion hyper intéressante de Claire Berlage. Et si les réseaux sociaux n'étaient pas la cause de tous les maux, mais plutôt un miroir grossissant, un amplificateur de problèmes qui existent déjà dans la société, comme le harcèlement ou le mal-être adolescent? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ces plateformes, elles jouent un rôle social qui est devenu essentiel. C'est un lieu de socialisation, un accès à la culture, à l'info. C'est aussi un espace où on explore son identité. Interdire tout ça d'un coup, c'est potentiellement priver les ados d'un outil qui est devenu central dans leur développement. Bon, donc si le laisser-faire n'est pas une solution et que l'interdiction totale est compliquée, que reste-t-il? Il faut chercher une troisième voie, un juste milieu. Et ce juste milieu, il se trouve sûrement quelque part entre la régulation et l'éducation. Il n'y a pas de recette magique, on le voit bien en comparant à nouveau les modèles australiens et français. On a d'un côté le blocage, de l'autre l'accompagnement parental. Deux philosophies différentes. Mais il y a un point commun, crucial dans les deux cas, la responsabilité de l'application de la loi pèse sur les plateformes. Et c'est là que les choses deviennent très concrètes. Ces lois nationales ne sont plus seules. Au niveau européen, il y a le DSA, le Digital Services Act. Et lui, il a du mordant. Les plateformes qui ne protègent pas les mineurs risquent des amendes colossales, jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial. D'un coup, l'incitation financière à agir devient très très réelle.
Une commission d'experts en France a proposé une alternative vraiment fascinante à l'interdiction sèche. Un parcours progressif. Pas de téléphone avant 11 ans, puis un accès graduel. D'abord un téléphone sans Internet, puis avec Internet mais sans réseau, etc. L'idée, c'est de ne pas construire un mur, mais plutôt d'apprendre à marcher dans le monde numérique, étape par étape. Tout cela nous amène à notre conclusion. S'il y a bien une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. La réponse doit être collective et elle doit aller bien au-delà de la simple question « on interdit ou pas ». Le point crucial, c'est que la responsabilité est partagée. Les plateformes doivent concevoir des produits plus sûrs, les gouvernements doivent réguler et faire appliquer les lois, les écoles ont un rôle immense à jouer dans l'éducation aux médias, et les parents, il faut qu'ils soient accompagnés et outillés, pas laissés seuls face à ce défi gigantesque. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que notre but est de construire un monde numérique qui soit assez sain pour que les enfants puissent y grandir, ou est-ce qu'on cherche simplement à bâtir une forteresse pour les en tenir éloignés? La réponse qu'on apportera tous ensemble définira le monde de demain. Merci de nous avoir suivis.